Comprendre le traité transatlantique, c'est d'abord éviter une erreur fondamentale. En effet, il faut se départir de cette vision du monde archaïque qui est directement héritée du XIXe siècle. Ce projet du grand marché transatlantique n'est en aucun cas une énième offensive de l'Amérique contre le peu qu'il reste de la forteresse Europe. Les empires territoriaux, et j'insiste sur ce terme d'empire territorial, à mon sens, n'existe plus. Plus d'empire français, plus d'empire anglais, ni espagnol, ni allemand, ni italien, ni même belge. Mon point de vue, c'est que même l'empire américain est devenu un objet géopolitique obsolète qui ne survit que par la difficulté qu'ont nos esprits à concevoir un ennemi sans incarnation territoriale délimitée. L'empire atlantiste est en réalité une imbrication d'intérêts divers, dominés par ceux des multinationales, dont l'appareil d'État américain n'est plus que le bras armé. Ainsi, lorsque je parle des États-Unis, il faut comprendre cristallisation dominant des intérêts des multinationales occidentales. C'est cette puissance-là qui organise et oriente le déploiement de l'idéologie mondialiste. Il est évident que le grand marché transatlantique fera subir aux sociétés européennes les mêmes pressions qu'au peuple américain, en les empêchant de protéger leurs acquis sociaux et environnementaux. Ce qu'il faut donc principalement connaître, ce sont les intérêts de ces multinationales. En effet, elles ont deux niveaux d'intérêt. Le premier est local, le second est global. D'abord, il y a dans ce projet une intention stratégique de long terme. C'est l'aspect global. Ça a commencé avec Clinton et l'ALENA. Souvenez-vous, cette zone d'échange, de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada qui a commencé dans les années 90. Et même si Clinton reconnaissait que la globalisation n'avait apporté à son pays que chômage et bas salaire, il se proposa d'en accélérer le progrès. C'est bien la preuve que l'intérêt de l'Empire américain s'est estompé au profit de la quête illusoire de la croissance mondiale. Le raisonnement qui pousse vers ce libéralisme débridé, indépendamment des lobbies et des gros intérêts financiers, bien sûr, est souvent assaisonné de bons sentiments. Le commerce contredit la guerre, affirme-t-il. Et c'est vrai qu'en théorie, on ne tue pas l'homme dont dépendent nos profits. Mais en pratique, on peut souvent être tenté de tuer celui dont dépendent nos pertes. Et en réalité, le commerce n'est jamais mieux servi que par la guerre. En effet, le libéralisme, c'est tellement plus rentable quand on élimine la concurrence et les gouvernements trop réticents à ouvrir leur marché. Donc, mis à part l'affirmation de cette utopie libérale, le GMT a un rôle géostratégique qui marie les intérêts des multinationales occidentales et de leurs bras armés, juridiques, politiques, militaires et monétaires que sont les USA. Bon, tout d'abord, il faut savoir qu'en politique, le premier acte d'existence est de définir l'ennemi. L'Europe, la vraie, celle des peuples, pour être séduite par un rapprochement avec la Russie. C'est ça, la grande peur de notre oligarchie. C'est à ce niveau-là que l'Empire, celui des multinationales régnantes, celui des nations dissoutes, se consolide dans une lutte sans pitié pour repousser la Russie. Mais pas seulement. Il faut, pour nos atlantistes, contenir une puissance économique nouvelle et concurrente, la Chine. En effet, cette puissance émergente inquiète nos géostratèges occidentaux, d'autant plus qu'ils ne peuvent méconnaître qu'historiquement, une nouvelle puissance s'impose rarement sur une autre sans un conflit destructeur. D'ailleurs, les tensions mondiales actuelles en sont, d'après moi, bien le symptôme. Donc, l'objectif du GMT est d'être, plus qu'un grand marché, c'est de devenir un grand front commun contre les puissances émergentes d'Asie que sont la Chine et l'Inde.
mais aussi contre une conception du monde différente de la leur, c'est-à-dire contre la Russie de Poutine. Tel est le projet global. Bon, maintenant, quant à la stratégie au niveau local, elle est très simple. C'est une stratégie anglo-saxonne, c'est le juridisme. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le système judiciaire repose essentiellement sur la jurisprudence. C'est le règne des juristes et des avocats. Cet aspect juridique est fondamental, car il est le levier final qui permettra aux multinationales de s'affranchir totalement des législations souveraines des États. C'est l'un des aspects les plus décisifs du GMT, que les multinationales puissent traîner les États en justice pour leur imposer la loi du marché. D'ailleurs, ça a déjà été le cas en Égypte, qui n'a récolté de son printemps arabe, entre autres, qu'un procès de Veolia, qui, entre nous soit dit, n'est pas une société américaine. En effet, le gouvernement égyptien aurait voulu oser passer le salaire minimum de 41 à 72 euros par mois. Oui, l'objectif est bien de procurer une immunité aux conglomérats transnationaux contre les droits particuliers des peuples. Dès l'application du traité transatlantique, ces trusts pourront s'affranchir des règles d'un pays, c'est-à-dire des lois, des règlements ou des normes, qui pourraient nuire à leurs investissements et à cette libre concurrence, qui en réalité empêche les petites entreprises de concurrencer les conglomérats. Et c'est à cette libre concurrence-là qu'un jour le SMIC français finira par constituer une atteinte. Mais il y a un autre scandale. Cette justice sera privée. Elle sera rendue non par des juges indépendants, mais par des arbitres qui seront nommés par des firmes et des États, s'ils en ont bien sûr les moyens. Les petites sociétés et les États aux économies fragiles n'auront que les moyens de négocier en position de faiblesse. Soyez-en sûrs. Tout d'abord, cette cour sera constituée par 3 arbitres. Le premier, désigné par le gouvernement et payé par lui. Le second, par la multinationale et payé par elle. Et pour finir, le président, désigné par un accord entre les deux parties. Comme il se doit, je l'ai dit, les juges arbitres seront défrayés, c'est important, sur une base d'honoraires à autour de 500 euros de l'heure pour des séances qui dépasseront souvent les 500 heures. Faites le calcul. À cela s'ajouteront les honoraires des avocats à 700 euros de l'heure pour des affaires qui s'étaleront sur des mois, voire des années. Voilà. Cette nouvelle caste de juges, on peut le craindre, assurera la totale soumission de la justice au pouvoir de l'argent. Cette caste instaurera une justice internationale des riches, dont les petits arrangements amiables par arbitrage échapperont complètement aux lois, et donc à ceux qui les promulguent. C'est une caste d'arbitres privés, issus du commerce international et des fonds de cabinets d'avocats d'affaires, rendant des décisions aussi importantes en dehors de tout cadre juridique national. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela peut être d'autre, sinon l'escamotage définitif de la démocratie ? Et oui, voilà, nos oligarchies sont en passe d'achever une entreprise commencée dès le milieu du XIXe siècle. S'assurer les moyens de garder définitivement le pouvoir malgré les progrès de la démocratie parlementaire et du suffrage universel. Bon. Mais alors face à ce projet du GMT, comment pouvons-nous réagir ? D'abord, légalement, en combattant pied à pied ce projet et en se servant des législations européennes et nationales existantes. Puis, en révolutionnaire, en prenant le contre-pied total. En effet, ce projet de GMT englobe des dispositions sur le commerce des services, sur la propriété intellectuelle, et d'autres dispositions qui risqueraient de porter atteinte à l'organisation des services nationaux de commerce, sociaux et de santé. Pour cela, et selon la législation européenne, ce traité peut passer par la validation à l'unanimité des États membres avant d'être adopté. C'est un premier moyen
pour bloquer son adoption. Mais il y en a un autre, national. En France, nous possédons une autre arme juridique. En effet, il faut savoir qu'un traité chez nous dispose d'un rang inférieur à celui de la Constitution et doit donc être soumis à la ratification du Parlement français. Il suffit pour cela, depuis peu, que le ministre des Affaires étrangères le demande. C'est un deuxième levier pour invalider ce traité. Mais surtout, d'après moi, il faut analyser le problème tout autrement, sous le prisme révolutionnaire. Il faut comprendre que face au nouvel ordre mondial, la résistance mondiale est un leurre et que la grande bataille planétaire contre les forces du capital se fera à l'échelon local. Oui, la nation est la seule véritable opposition au mondialisme. Et d'ailleurs, la guerre et la haine que vous, les mondialistes, aux nations et aux nationalistes, suffiraient d'ailleurs seuls à le prouver. À la guerre, une bonne tactique est parfois celle inverse à celle adoptée par son ennemi. Souvenez-vous, à Waterloo, Wellington a gagné contre Napoléon, le champion de la mobilité et de la rapidité, en restant justement immobile, jusqu'à ce que le général Blücher ne vienne le sauver. Mais si face à un ennemi membre d'un empire global, la réponse ne peut être que locale, malheureusement, il ne faut rien espérer des vieilles structures européennes et nationales. En effet, les récentes élections européennes le démontrent. Le Front National, malgré sa victoire écrasante, n'a pu réussir à former un groupe au sein de l'Assemblée européenne. Les possibilités d'action de ce parti majoritaire en France, se limiteront tout au plus à un pouvoir de nuisance tout symbolique. Mais il y a pire. Au sein du gouvernement français, c'est Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, de décider si l'on demande l'avis du Parlement au sujet du GMT. C'est ce qu'a voulu fort opportunément Valls, en transférant récemment la compétence du commerce extérieur de Bercy au Quai d'Orsay. Il est ainsi illusoire de chercher à unir nos forces contre un empire qui n'a pas de pouvoir central ni d'organes décisionnaires établis. Le système n'a pas de centre que nous pourrions viser une bonne fois pour toutes. Mais si le renversement par les peuples de l'oligarchie planétaire est une illusion, la prise de contrôle des appareils d'État nationaux est en revanche possible. C'est cette idée qui doit nous obséder, ce seul but qui doit nous animer. La véritable chance d'opposition à ce projet, c'est de prendre le contre-pied total de cette oligarchie. Ce contre-pied viendra du bas contre le haut. Il se fera par la volonté populaire qui unit le peuple tout entier. La solution viendra de la prise de pouvoir par une organisation populaire structurée. Oui, c'est le peuple qui, par sa légitimité intrinsèque, peut tout renverser et tout reconstruire. Mais il ne pourra le faire qu'avec ses armes, qui sont le nombre et le travail. Et soyez sûrs que le jour où le peuple en nombre décidera de ne plus travailler, ce jour-là, la production et la consommation s'arrêteront et la grève générale l'emportera. Et ce jour-là, nos gouvernants corrompus n'auront plus qu'à fuir et l'Occident à trembler.